Et merci de nous avoir rejoints si nombreux pour la suite des réjouissances, pour ce grand événement scientifique ici au Havre qui va durer 2 jours. Je vous rappelle que demain matin, on recevra Thomas Pesquet ici même. Mais déjà, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Klein pour une masterclass sur le thème des idées scientifiques. Et il va nous parler plus précisément de la chute des corps. Alors Étienne Klein est philosophe des sciences au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est aussi, c'est aussi à ses heures perdues, un grand adepte de la montagne et plus particulièrement de l'escalade. Je ne sais pas si c'est ce qui lui a donné envie de s'intéresser à la chute des corps. Il va nous le dire. Je vous demande d'accueillir Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous. À tout à l'heure. Bon, je suis ravi de voir que dans cette salle, il y a de nombreux jeunes filles et jeunes gens. C'est une très bonne nouvelle. Je salue cette initiative, les épaules des géants, sur les épaules des géants. Je pense que la culture scientifique mérite d'être davantage partagée, comme on dit. Il y a une phrase d'Einstein. Certains d'entre vous connaissent peut-être ma fascination pour Einstein. Mais un jour, Einstein a dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Il a dit « Ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devraient avoir honte. » Je ne suis pas d'accord. D'abord parce que personne ne peut connaître toutes les sciences. On ne peut pas connaître le génie nucléaire, la climatologie, l'immunologie. Il faudrait avoir 1000 cerveaux, ce que Einstein lui-même n'avait pas. Et d'autre part, il ne faut pas non plus opposer les scientifiques et le grand public. Comme ça a été dit dans la précédente table ronde, moi je suis capable de vous parler de gravitation, de mécanique quantique, de physique des particules un peu, mais si vous me posiez une question sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, je serais embarrassé. Donc sur ces questions-là que je ne maîtrise pas, je fais partie du grand public. Et donc, il n'y a pas à opposer les scientifiques et le grand public. On est tous, d'une certaine façon, pour beaucoup de questions, dans le grand public. Par ailleurs, on dit souvent, on associe souvent la science et le doute. Ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde précédente. Et je pense qu'il faut nuancer ce propos. Il ne faut pas confondre la science et la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue, du moins le pense-t-on, les réponses, les bonnes réponses à des questions bien posées. Évidemment, vous pouvez les contester, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez des arguments scientifiques permettant de le faire. Ce n'est pas simplement avec vos préjugés, votre ressenti, vos croyances, que vous pouvez contester un résultat scientifique. Il faut le faire avec des arguments scientifiques. Et donc, la science, définie de cette façon, ça n'est pas le doute. Moi, je ne connais aucun scientifique de la Terre qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais aucun scientifique qui doute du fait que la Terre est ronde. Je ne connais aucun scientifique qui doute que les espèces vivantes évoluent. C'est classé. Par contre, ce corpus de connaissances, nous savons que par construction, il est incomplet. C'est-à-dire qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Par exemple, chez les physiciens des particules, on se demande si le neutrino, qui est une particule élémentaire, on se demande si elle est identique ou non à son antiparticule. Personne n'en sait rien. Les scientifiques n'en savent rien, et ceux qui ne sont pas scientifiques non plus. Et du coup, on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? Personne n'en sait rien. C'est pourquoi on fait des recherches. Donc vous comprenez que le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est pas n'importe quel doute. C'est un doute qui est lié à une connaissance. Je sais qu'on ne sait pas. Je sais qu'on ne sait pas. Et donc je me pose la question. Et je fais de la recherche.
Et donc, le doute, c'est vraiment le moteur de la recherche et c'est en même temps son combustible. Parce qu'à mesure qu'on progresse, il y a des questions auxquelles on ne savait pas répondre, dont on trouve la réponse, ça pose de nouvelles questions, etc., etc. Mais quand on confond, comme on l'a beaucoup fait dans les médias, pendant la crise du Covid, la science et la recherche, alors l'idée de doute, qui est vraiment consubstantielle à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on dit, la science et le doute, les scientifiques sont des gens qui passent leur temps à douter. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a énormément de choses dont on ne doute pas. Et donc je pense qu'il faut distinguer la science et la recherche de ce point de vue-là. C'était mon petit préambule. Moi j'ai choisi de vous parler de la chute des corps et de vous montrer comment la compréhension de la chute des corps a elle-même alimenté notre compréhension de la gravitation avec des géants, enfin, en tout cas à mes yeux, qui sont des personnages comme Galilée, à mes yeux l'un des plus grands géants de l'histoire, et évidemment Einstein. Et ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que le réel, disons le monde, l'univers, appelez-le comme vous voulez, le réel n'est pas exhibitionniste. Et il n'est pas non plus pédagogue en matière de lui-même. Si je dis cela, c'est parce que très souvent, on entend dire que la science est une question d'observation. Il faut regarder attentivement les phénomènes et si on est intelligent, on est capable d'inférer à partir des observations les lois, en l'occurrence physiques, qui pilotent ces phénomènes. C'est presque l'idée que observer suffirait pour comprendre. Et je vais vous montrer que dans l'histoire des idées, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le réel est masqué. Et donc, si on veut comprendre les lois qui gouvernent les phénomènes que nous voyons, il faut trouver des stratagèmes pour comprendre autrement qu'en le regardant pourquoi ce que nous voyons se produit. Et la chute des corps me semble être un bon exemple. Le réel, ou la physique plutôt, ça n'est pas la bureaucratie des apparences. Ça n'est pas un plagiat de la réalité. Et vous allez voir que si on prend l'exemple de la chute des corps, la loi de la chute des corps, celle qui a été énoncée par Galilée, est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite oblige, si on la prend au sérieux, à interpréter autrement l'observation. Et si les noms que j'ai cités font partie, à mes yeux, des géants, c'est parce que ce sont des gens qui ont trouvé les bonnes lois physiques en faisant ce qu'on appelle des expériences de pensée, ou on devrait plutôt les appeler des expériences par la pensée. Ça consiste à poser des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et donc on quitte l'observation, on se met à réfléchir. On fait une expérience sans faire d'expérience. On l'a fait dans le laboratoire de l'esprit. C'est dans sa tête que ça se passe. C'est très appréciable parce que ça coûte moins cher que si on a besoin de gros instruments pour faire l'expérience. Et je vais vous montrer que à des époques où les gens n'avaient pas de données, pensez à Galilée par exemple, XVIIe siècle. La notion même de vitesse instantanée n'était pas définie. Les gens n'avaient pas encore inventé le calcul différentiel, la notion de dérivée. Question chronomètre, c'était pas top. Donc mesurer la durée de la chute d'un corps, c'était pas évident. Et pourtant, Galilée a trouvé la bonne loi. Alors faisons un peu d'histoire, si vous le voulez bien, en commençant par Aristote, qui a fait autorité pendant des siècles, qui a notamment écrit un livre qui s'appelle Le Traité du ciel, dans lequel il parle de la chute des corps. Alors quand on parle de chute des corps, ou quand on parle plus généralement de pesanteur, il faut se méfier, parce qu'on a tendance à rétroprojeter dans le passé le sens que nous donnons aujourd'hui au mot pesanteur. Donc quand nous on pense pesanteur et qu'on lit pesanteur sous la plume d'Aristote, on se dit bah tiens, Aristote il parle de la même chose que nous. Il y a une différence, c'est que pour Aristote, le poids d'un corps, c'est une propriété intrinsèque du corps. Il y a des corps pesants qui ont, par eux-mêmes, et non pas parce qu'une force extérieure s'applique à eux, tendance à aller vers le bas. Pourquoi le bas? Parce que c'est leur lieu
naturel. C'est l'endroit où ils sont bien. Et donc c'est une sorte de dynamique interne, active, qui leur donne l'élan qui les fait tomber. Comme dit Aristote, ils s'accomplissent dans leur être en tombant. C'est leur destin. Et les corps qui ne sont pas pesants, eux, ils vont plutôt vers le haut, qui est leur lieu naturel. Donc, quand on est chez Aristote, il faut éviter de penser la gravitation ou la pesanteur comme une force qui viendrait de l'extérieur et qui s'appliquerait aux objets. C'est quelque chose, c'est une tendance qui est portée par les objets eux-mêmes. Et dans cet ouvrage, Aristote dit que la vitesse à laquelle tombe un corps est proportionnelle à son poids. Alors, il le dit dans ce langage, on peut le lire ensemble si vous voulez. Si un poids donné parcourt une distance donnée en un temps donné, un même poids plus quelque chose parcourra la même distance en un temps plus court, et les temps seront inversement proportionnels au poids. Par exemple, si le demi-poids se meut en tel temps, un poids double se mouvera en la moitié de ce temps. Plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Cette loi va être enseignée pendant des siècles, sans que personne trouve à y redire. Aristote, c'est le maître. On ne discute pas ce qu'a écrit le maître. C'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme, un terme latin. Ipse dixit, le maître lui-même l'a dit, donc l'affaire est classée, on ne discute plus. Mais vous voyez qu'il y a quand même un doute. Un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un rocher qui est 100 fois plus lourd qu'une pierre, le rocher va tomber 100 fois plus vite. Et s'il est 1000 fois plus lourd, il va tomber 1000 fois plus vite. Mais qui a jamais vu une pierre tomber 1000 fois plus vite qu'une autre pierre? C'est bizarre, non? Le premier qui va remettre en cause cette loi, c'est le géant que j'ai cité tout à l'heure, c'est Galilée. Galilée, il va trouver la bonne loi de la chute des corps en 1604, je vais vous expliquer comment, mais un peu plus tard, après qu'il a été condamné par l'Inquisition, il a écrit un livre, Discours concernant deux sciences nouvelles, dans lequel il fait dialoguer des personnages, dont l'un qui s'appelle Salviati. Galilée avance à visage découvert. Salviati, c'est son porte-parole. C'est lui qui dit les arguments auxquels Galilée croit pour convaincre ses opposants qui sont aristotéliciens. Et voilà comment il exprime le doute que j'évoquais. Je doute qu'Aristote ait jamais vérifié s'il est vrai que deux pierres, dont l'une est 10 fois plus pesante que l'autre, et qu'on laisse tomber au même instant d'une hauteur de 100 coudées, aient des vitesses si différentes que la plus grande touche déjà terre, alors que l'autre n'a même pas descendu 10 coudées. La coudée, c'est une unité de longueur de l'époque. 18 coudées, ça fait 10 mètres, si vous voulez faire le calcul. Donc voilà, il y a une remise en cause par l'observation. C'est bizarre qu'il y ait proportionnalité entre la vitesse de chute et le poids. C'est pas vraiment ce qu'on voit, même si tout le monde est d'accord pour dire que une meule à moulin, tombe plus vite qu'une plume. Nous voyons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais la loi de proportionnalité est suspecte. Alors ensuite, Galilée, il va faire des expériences. Pas très compliquées. Il va prendre un caillou. Il va le laisser tomber dans de la mélasse. Il voit que la chute du caillou est freinée par la mélasse. Il tombe moins vite que si on le lâche dans l'air. Puis il va prendre le même caillou, il va le laisser tomber dans l'eau. Et là, il va voir que le caillou est freiné par l'eau, mais moins qu'il l'était dans la mélasse. Et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passerait, expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si le milieu dans lequel on laisse tomber la pierre n'offrait pas de résistance au mouvement? Autrement dit, qu'est-ce qui se passerait si on laissait tomber la pierre dans le vide? XVIIe siècle, personne ne croit à l'existence du vide. On ne peut pas le réaliser, c'est même pas une question, au motif qu'Aristote a dit « la nature a hors du vide ». Simplement, Galilée, il ne s'intéresse pas, en tout cas à ce moment-là, à la question de savoir si le vide existe ou non. Il utilise le vide comme milieu de pensée. C'est-à-dire, il imagine le vide et il a l'intuition géniale que dans le vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples
que dans le monde qui nous entoure. Elles seraient tellement simples qu'on pourrait les mathématiser par des formules simples. Et en 1604, il écrit « La vitesse de chute d'un corps dans le vide est proportionnelle à la durée de la chute et elle est indépendante de la masse du corps. » Tout le contraire d'Aristote. Il dit finalement qu'un corps qui tombe depuis 3 secondes va 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Et les vitesses sont les mêmes pour tous les corps. La meule à moulin tombe à la même vitesse que la plume. Ce que personne, à son époque, n'a jamais vu. Et ça, c'est la première loi de la physique moderne. C'est une loi qui contredit l'observation. Donc je suis d'accord pour dire que la science, c'est la primauté qu'on accorde aux faits. Non, c'est aussi la question de comment on interprète les faits. Et là, je m'adresse aux lycéennes et aux lycéens qui sont dans la salle. Peut-être qu'en ce moment, si vous êtes en classe de seconde ou de première, vous avez appris le principe d'inertie de Galilée. Le principe d'inertie qui est un des 3 principes fondamentaux de la mécanique de Newton. Que dit ce principe ? Qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Le corps avance en ligne droite, à vitesse constante, indéfiniment. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que vous avez déjà vu un mouvement inertiel ? Mais non, vous faites du vélo et vous avez remarqué que lorsque vous cessez de pédaler, votre vélo s'arrête. Donc l'expérience de tous les jours nous montre qu'il n'y a de mouvement d'un corps que si une force s'exerce sur le corps. Galilée dit non. Pas de force, le mouvement continue indéfiniment. Ça contredit l'observation, et pourtant c'est une loi vraie, qui oblige à réinterpréter ce que nous voyons quand vous faites du vélo. Si vous cessez de pédaler, il y a des forces de frottement, des pneus sur la route, de l'air, qui finissent par immobiliser votre vélo. Mais si ces forces n'existaient pas, vous pourriez faire le Tour de France avec un seul coup de pédale. Okay ? Donc vous voyez, les faits, c'est important, à condition d'en faire une lecture critique. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ou plutôt si, ils sont spontanément éloquents et nous trompent en nous faisant croire des lois qui ne sont pas les bonnes lois. Donc question, comment est-ce que Galilée a fait pour démontrer que les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse, dans le vide ? Eh bien, il va encore faire une expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si ? Et dans ce livre que je viens de citer, Discours concernant 2 sciences nouvelles, celui qui va énoncer l'expérience de pensée géniale, c'est Salviati, toujours le même. Il dit ceci. Supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est l'hypothèse de départ. Il a raison. Et là commence l'expérience de pensée. Je vais prendre une grosse pierre. Et puis je vais prendre une petite pierre. Et je vais les relier l'une à l'autre par une ficelle. Donc je fais un système constitué de 2 pierres de masses différentes. Je laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur. Que dit Aristote ? Aristote dit que le système formé par les 2 pierres est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Donc le système va tomber plus rapidement que la grosse pierre si elle était seule. Ah oui, mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre, qui tombe moins vite que la grosse, va tendre la corde et elle va faire parachute. La petite pierre va freiner la chute de la grosse pierre. Donc, la loi d'Aristote, appliquée à cette situation que j'ai imaginée, mène à 2 conclusions
contradictoires entre elles. Ça tombe plus vite et ça tombe moins vite que la grosse pierre. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre et la petite pierre tombent exactement à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et une fois que vous avez dit cela, eh bien, il faut interpréter, à partir de cette loi en laquelle vous avez confiance, le fait que vous ne voyez jamais des objets de masse différente tomber à la même vitesse. Eh bien, d'où viennent les différences de vitesse que vous constatez? Elles ne viennent pas de la gravitation, comme le croyait Aristote. Elles viennent du fait que les objets ne tombent pas dans le vide. Et donc, il y a des forces qui apparaissent quand on est dans l'air et pas dans le vide. La résistance de l'air, la poussée d'Archimède. Et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que vous observez. L'erreur d'Aristote ayant été de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Donc c'est une révolution complète dans la façon de comprendre la chute des corps. Bon. Ensuite, Galilée, dans le même livre, c'est un peu long à lire, mais on va peut-être le lire ensemble. C'est un texte que je ne connaissais pas, j'ai relu ce livre. Non, je n'ai pas relu ce livre, j'ai lu ce livre. Faut pas être arrogant. J'ai lu ce livre pour préparer cette conférence et j'ai trouvé ce petit paragraphe qui m'a complètement scotché parce qu'il y a là une idée qui est très proche de l'idée qui a été trouvée par Einstein en 1907. Je vais y revenir. On va lire ça ensemble. Il y a beaucoup d'histoires de pierres dans les textes de Galilée. Donc une grande pierre placée sur une balance non seulement pèsera davantage si on lui ajoute une autre pierre, mais la simple addition d'une quenouille d'étoupe augmentera son poids des 6 ou 10 onces que pèsera celle-ci. Si au contraire vous attachez la pierre et l'étoupe et les laissez tomber librement d'une certaine hauteur, croyez-vous qu'au cours du mouvement, l'étoupe pèsera sur la pierre, accélérant ainsi sa chute, ou croyez-vous qu'elle la ralentira en la soutenant partiellement? Alors, adaptons cette situation à un cas plus simple à comprendre. Imaginez, vous vous jetez dans le vide avec quelqu'un sur vos épaules. Est-ce que vous allez sentir le poids de la personne qui est sur vos épaules? Autrement dit, ça va appuyer plus sur vous, de sorte que vous allez tomber plus vite, d'après Aristote, ou au contraire, vous n'allez pas sentir son poids. Et peut-être même que la personne qui est sur vos épaules va se décoller de vous au cours de la chute. Et il dit, la suite du texte que je ne lis pas, dit, ben non, quand vous tombez avec quelqu'un sur vos épaules, vous ne sentez pas le poids de cette personne. La chute supprime le poids qui est sur vos épaules. On est tout près d'Einstein. Tout près d'Einstein. Parce que Einstein, alors évidemment, à partir de cette universalité de la chute libre, découverte par Galilée, Newton va arriver et faire la théorie de la gravitation universelle que vous connaissez, en unifiant la façon dont les corps tombent sur Terre et la façon dont les objets comme les planètes tournent autour du Soleil. Il a unifié ces deux phénomènes qui étaient jusqu'alors distingués en démontrant qu'ils sont régis par la même loi physique qui est la loi de la gravitation universelle que vous êtes en train d'apprendre, j'imagine. Bon. Maintenant, Einstein, géant, surgéant. Einstein, en 1905, il n'a toujours pas de poste à l'université. Il n'est pas chercheur, il n'a pas de thèse. Il a un diplôme d'ingénieur qu'il a obtenu en 1899 à Zurich. Il n'a pas eu de lettre de recommandation de ses professeurs. Il n'a pas obtenu de poste. Il est père de famille. Son père est mort et ne peut plus lui prêter d'argent. Donc il doit travailler. Il travaille au bureau des brevets à Berne. Et là, il examine des brevets électromagnétiques déposés par des ingénieurs allemands, suisses, qui veulent synchroniser les horloges à distance. Les gens commencent à prendre le train, et donc on veut que l'heure soit unifiée, que l'heure qu'indique la montre des voyageurs
indique la même heure que les horloges qui sont dans les gares. La question, c'est comment est-ce que vous faites pour unifier l'heure? Comment est-ce que vous faites pour synchroniser des horloges à distance, faire en sorte qu'ils soient la même heure au Havre qu'à Paris? Comment, techniquement, vous faites? Alors les gens se disent, on va utiliser des moyens électromagnétiques. Einstein regarde tout ça et comprend qu'il y a un problème avec l'électromagnétisme et la façon qu'on a de le comprendre à l'époque. J'ai pas le temps de détailler ça, mais on pourra y revenir au moment des questions. Et ça va le conduire à remettre en cause les relations entre l'espace et le temps et à publier ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité restreinte, avec la formule E égale mc2, etc. Il fait aussi des papiers incroyables sur l'atome, dont les physiciens à l'époque doutent, et c'est son papier qui va permettre 1 an plus tard qu'on découvre expérimentalement l'atome grâce à Jean Perrin. Il fait un article sur la lumière, prévoit l'existence de ce qu'on appellera les photons, etc. C'est une année qu'on appelle miraculeuse. Un gars qui n'est pas chercheur, qui révolutionne la physique dans 5 sujets différents. Et en 1907, 2 ans plus tard, il est toujours au bureau des brevets. Chaque jour, comme tout le monde, il va déjeuner. Et en rentrant de déjeuner, il s'assied sur un tabouret. Et il fait une petite sieste. Il appelle ça une sieste semi-éveillée. Donc il ferme les yeux, il se concentre. Et il sait que s'il s'endort, alors il y a un mouvement du corps qui, par réflexe, va se produire et ça va le réveiller. Enfin, ça va l'empêcher de s'endormir plutôt. Et donc, s'il a une bonne idée qu'il traverse, il aura suffisamment de conscience pour la capter. Et ce jour de novembre 1907, miracle, c'est lui qui le dit. J'ai eu, dit-il, l'idée la plus heureuse de ma vie. J'étais assis sur... Non, c'était pas une chaise, c'était un tabouret. Sur mon tabouret au bureau fédéral de Berne. Et j'ai compris, ce jour-là, que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi. Cette pensée me fait une grande impression. Ça veut dire, j'ai fait de la tachycardie et j'ai eu des tremblements dans le langage d'Einstein. Elle me mena, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, Einstein, ce jour-là, il a fait une expérience de pensée dans laquelle il met en scène son propre corps. Qu'est-ce que mon corps ressentirait si j'étais en chute libre dans le vide? D'ailleurs, un peu plus tard, il sera interrogé sur l'origine des idées qu'il a eues par un mathématicien français qui s'appelle Jacques Hadamard. Il a rempli un questionnaire et en réponse à l'une des questions, il dit « Ma pensée est musculaire ». J'imagine mon corps dans certaines situations et j'essaie de ressentir par mon corps ce qu'il éprouverait si telle ou telle loi physique était vraie. Par exemple, à 15 ans, il s'est demandé comment est-ce que je percevrais le monde si j'étais à cheval sur un rayon lumineux. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que je sentirais si j'étais en chute libre? Et il comprend que non seulement il ne sentirait pas le poids d'une personne qui est sur ses épaules, mais il ne sentirait pas non plus son propre poids. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en chute libre, tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si vous prenez cet instrument qui n'a pas la même masse que moi, je l'emporte dans ma chute, je le lâche, il tombe à la même vitesse que moi. Donc je vois qu'il ne tombe plus. Il est en lévitation. Il flotte à la même hauteur que moi. Autrement dit, et c'est ça qui bouleverse Einstein, quand vous subissez la gravitation, cette force qui vous fait tomber, l'impression que vous avez est qu'elle n'existe plus. Donc la gravitation produit un effet qui annule sa cause. Donc le fait, et Thomas Pesquet vous en parlera d'expérience, le fait de subir la gravitation vous met en état d'impesanteur. C'est paradoxal. Et c'est d'ailleurs de comprendre une chose, c'est que l'impesanteur,
c'est pas la même chose que l'apesanteur. L'impesanteur, ça n'est pas l'absence de gravitation. C'est l'absence de ressenti de la gravitation. Autrement dit, la découverte d'Einstein, d'ailleurs, il n'a rien découvert là, il a simplement fait parler les équations, en mettant en scène son corps dans une situation qui les rend éloquentes. Ce qu'il comprend, c'est que si vous n'êtes soumis qu'à votre poids, si le poids est la seule force que vous subissez, alors vous ne le sentez pas. Pour sentir son poids, il faut subir une autre force que son poids. Par exemple, là, vous sentez votre poids parce que vous êtes assis sur une chaise. Donc vous sentez votre poids par la réaction de la chaise. Mais si vous ne subissez que votre poids, ce qui est le cas quand vous êtes en chute libre, vous ne sentez plus que vous avez un poids. Donc c'est bizarre. C'est votre poids qui vous fait tomber et la chute l'annule. En tout cas, annule la perception que vous en avez. Pour le dire autrement, la chute des corps met la gravitation hors du spectacle. Quand vous tombez, vous n'avez plus l'impression de subir la gravitation. Et pour la petite histoire, si vous prenez les lettres qui composent la chute des corps, vous changez l'ordre des lettres, vous fabriquez ce qu'on appelle une anagramme. Eh bien, l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. C'est les mêmes lettres. Donc la chute des corps met la gravitation hors du spectacle. Bon. Et ça va amener Einstein à publier en 1907 ce qu'il va appeler le principe d'équivalence, qui est une équivalence entre l'accélération et la gravitation. En fait, l'accélération que vous subissez en chute libre annule la gravitation, pour vous. Mais Einstein se dit, si je prends une cabine d'ascenseur et je la place dans l'espace à un endroit où il n'y a pas du tout de gravitation, et si je mets un petit réacteur sous cette cabine qui lui donne une accélération dans une certaine direction, une accélération égale à l'accélération de la pesanteur, et bien dans la cabine, tout se passera pour moi comme si j'étais immobile sur la Terre. Autrement dit, une accélération peut mimer la gravitation. Il y a équivalence entre accélération et gravitation. Alors pour le dire de façon explicite, voilà, le principe d'équivalence, vous avez la Terre, vous posez une cabine d'ascenseur, et cette cabine est dans le champ de pesanteur de la Terre, donc elle subit l'accélération de la pesanteur, comme vous sur vos chaises. Mais la cabine est immobile. Dedans, vous mettez Einstein. Autre situation, la cabine est toute seule dans le vide et vous l'accélérez avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Ce que dit le principe d'équivalence, c'est qu'il n'existe aucune expérience que le physicien qui est dans la cabine pourrait faire qui lui permettrait de savoir s'il est dans cette situation ou s'il est dans cette situation. Physiquement, c'est la même chose, c'est équivalent. Alors, là encore, ce n'est pas une découverte géniale, c'est quelque chose qui est implicite dans les lois de Newton telles qu'on les connaît. Mais Einstein, en 1910, enfin, il a un poste à l'université, il devient professeur à Prague, à l'Institut allemand de physique, il donne des cours. Il habite un immeuble qui à l'époque est tout neuf et qui est un des premiers immeubles qui est complètement électrifié. L'éclairage, le chauffage, l'ascenseur. Et Einstein va faire une expérience de pensée dans cet immeuble un jour de 1911. Voilà, il imagine qu'il est, je vais revenir, il imagine qu'il est dans cette situation. Donc il est dans un ascenseur qui est tiré vers le haut, même s'il n'y a pas de gravitation, donc il n'y a pas de haut et de bas, il est tiré dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Il est dans la cabine, il perce un trou. Il perce un trou ici, là, sur le bord gauche
la paroi de gauche, et il fait entrer de la lumière, un faisceau de lumière à l'horizontale. Il y a la lumière qui entre dans la cabine. La lumière va à la vitesse de la lumière, qui n'est pas infinie. Donc la lumière met un certain temps à traverser la cabine. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? La cabine qui est accélérée, elle va monter. Donc, le point d'impact, si la lumière est entrée ici, le point d'impact de la lumière sur la paroi de droite ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée sur la paroi de gauche. Autrement dit, Einstein qui est dans la cabine va voir de la lumière qui a une trajectoire courbée. La lumière est courbée. Comment comprendre ça? C'est pas difficile. La cabine étant accélérée, c'est un effet dynamique. C'est simplement lié au déplacement de la cabine au cours du temps qui fait apparaître cette courbure du faisceau lumineux. Et là encore, rien de génial. Je pense qu'il y a d'autres physiciens qui, à l'époque, avaient déjà imaginé cette situation. Mais Einstein, c'est un têtu. Il n'a pas beaucoup d'idées, mais quand il en a une, il la décline, il la lâche jamais. Donc, il se dit, principe d'équivalence. Principe d'équivalence. Ce que j'ai vu dans cette situation, je devrais le voir dans cette situation. Donc, si je suis dans une cabine d'ascenseur, posée sur Terre, dans le champ de gravitation terrestre, je dois voir un rayon lumineux qui rentre dans la cabine, avoir une trajectoire courbée, la même. Mais courbée par quoi? Il n'y a plus d'accélération. La cabine est immobile. Courbée par la gravitation. Et donc, il comprend que le principe d'équivalence implique que la lumière, bien qu'elle soit de masse nulle, subisse la gravitation. Ok? Donc là, il va regretter d'avoir séché les cours de maths au Polytechnicum de Zurich. Il a entendu parler, grâce à notamment un de ses collègues qui s'appelle Georges Pick, qui était mathématicien autrichien, il entend parler des géométries non euclidiennes qui ont été mises sur pied par des mathématiciens au XIXe siècle ou par des Italiens comme Levi-Civita et Ricci. Et il comprend que pour tenir compte de ce qu'il vient de découvrir, il va devoir changer la structure de l'espace-temps. Il ne pourra pas tenir compte ou rendre compte de cet effet dans l'espace-temps habituel qui est statique, qui a une géométrie bien définie, qui est inerte, qui a une géométrie qui est indépendante de ce qui s'y passe. Il va falloir passer par d'autres formes de géométrie. Il va rentrer à Zurich, collaborer avec son ami Marcel Grossmann et mettre sur pied ce qui va devenir, 8 ans plus tard, la théorie de la relativité générale, qui va complètement changer la façon de comprendre la gravitation. J'ai parlé tout à l'heure du principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. On apprend ça à l'école comme si c'était évident. Mais au XIXe siècle, les gens se posent des questions parce qu'ils savent que où qu'on soit dans l'espace, il y a de la gravitation. Donc, si vous prenez un corps qui a une masse, où qu'il soit dans l'univers, il va subir au moins une force qui est son poids. Donc, l'énoncé qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne uniforme est un énoncé qui correspond à une situation qui n'existe nulle part dans l'univers. Problème. Ou bien on dit, on a bâti la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe presque métaphysique qui n'est actuel nulle part, qu'on ne peut observer directement en aucun lieu et sur aucun objet. Donc la physique devient une sorte de métaphysique dont on teste les principes à partir des conséquences qu'ils ont, mais on ne peut pas observer directement les principes. Ou bien, et ce ou bien c'est la marque du génie, ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force.
Si la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui subit la gravitation pourrait être considéré comme un corps qui ne subit aucune force. Et il aura donc un mouvement inertiel. Ça sauve le principe d'inertie. Et ce que va démontrer la théorie d'Einstein, qui est celle qu'on utilise encore aujourd'hui pour faire de la cosmologie, pour décrire les trous noirs, pour prédire l'existence des ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2016, c'est de dire la gravitation, c'est pas une force. Contrairement, je suis désolé pour les professeurs qui sont dans la salle, contrairement à ce qu'on apprend au lycée. Donc, la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps. À l'école, on nous apprend que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil par une force que les équations de Newton permettent de calculer. Einstein dit non, non. La Terre va en ligne droite puisqu'elle a un mouvement inertiel. La Terre se déplace en ligne droite. Alors lui, mais non, il y a les faits. Les faits montrent que la Terre tourne. Ah oui, mais, répond Einstein, la Terre tourne non pas parce qu'elle subit une force, mais parce que l'espace est courbé par le Soleil. Et quand on va en ligne droite dans un espace courbé, on a une trajectoire curviligne. Ça change tout. La gravitation n'est plus une force, mais un effet de la géométrie. Et ça a été évidemment une révolution. Donc vous voyez, il faut se méfier avec les faits quand même. La lecture des faits, là, est complètement révolutionnée. Ça me fait penser à cette phrase de Bachelard, Gaston Bachelard, un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui disait « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ». Autrement dit, pour découvrir les lois dont je vous parle, il ne faut pas trop se fier aux données, il faut surtout imaginer pour se donner un espace dans lequel la pensée va pouvoir se déployer. Et ce qui est miraculeux, et c'est ce qui fait que ces gens sont des géants, c'est qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme données sur l'univers? Je vous ai dit que les cosmologistes aujourd'hui qui s'intéressent à l'univers, ils utilisent des équations d'Einstein qui ont plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'on savait en 1915 sur l'univers? Mais que dalle. On ne savait pas que l'univers était en expansion. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas encore découvert les forces nucléaires. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes et peut-être les comètes de nature inconnue. C'est tout. Très peu de données par rapport à aujourd'hui. Mais on a les bonnes équations. Et vous voyez bien que les équations ne viennent pas d'une lecture directe des données. Quelles sont les données autour de vous qui vous disent que l'espace-temps est courbé? Alors qu'à l'école, on apprend que la géométrie d'Euclide, deux droites parallèles, enfin, je ne vais pas vous réciter les axiomes. Okay. Donc voilà, c'était ça mon message. Et je terminerai par... ah oui, combien de temps il me reste? 2021, oula. Alors, Einstein s'est dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer ça, que la lumière est courbée par la gravitation? Eh bien, il pense à une éclipse totale du Soleil. Dans la journée, vous voyez, le ciel est bleu, là. En fait, déjà, le ciel est bleu, c'est une phrase que j'aime pas, parce que le ciel n'est jamais bleu. Ce qui est bleu, c'est l'atmosphère. Le ciel, il est toujours noir. D'accord? Bon, bref. Dans la journée, il est bleu, parce qu'il y a le soleil, et le soleil nous aveugle, de sorte qu'on ne peut pas voir les étoiles fixes qui sont dans la direction du soleil. Dans la journée, on ne voit pas d'étoiles, à part le soleil. Il nous aveugle. Mais imaginez une éclipse totale du soleil. Donc entre nous et le soleil, il y a la lune qui fait écran, le soleil est masqué, ne nous aveugle plus, et donc on peut voir dans la journée les étoiles fixes qui sont dans la direction du soleil. Et si Einstein a raison, la lumière passant près du soleil, qui agit gravitationnellement sur elle, va être courbée.
Et donc la position que nous allons accorder aux étoiles fixes ne sera pas la même selon que le Soleil est entre elle et nous, ou selon qu'il n'y ait pas. Et donc normalement, pendant une éclipse totale du Soleil, on doit voir les étoiles fixes à des positions différentes de celles qu'elles ont quand le Soleil n'est pas là, la nuit. Et donc, il y a une expédition qui va partir en 1914, dirigée par un astronome qui s'appelle Freundlich, un Allemand, parce qu'on sait que le 17 août 1914, une éclipse totale du Soleil est prévue en Crimée. Donc cet Allemand part avec son équipe. Mais la Crimée, en août 14, quand on est allemand, c'est pas une super idée. Et donc, ils sont arrêtés par les Russes. C'est un classique. Et mis en prison. Et ils ne pourront pas faire la mesure. Heureusement, parce qu'à l'époque, les calculs d'Einstein étaient faux, d'un facteur 2, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, s'ils avaient fait la mesure, ils auraient trouvé une contradiction entre la mesure et les prédictions d'Einstein. Mais après la guerre, en 1919, il y a eu une éclipse du Soleil dans l'hémisphère sud, le 29 mai, et un physicien britannique qui s'appelait Arthur Eddington, qui était pacifiste et qui voulait montrer qu'un physicien allemand avait raison contre un physicien anglais, donc Einstein contre Newton, a monté 2 expéditions dans l'hémisphère sud pour observer la position des étoiles fixes lors d'une éclipse totale du Soleil. Et il a envoyé une carte postale montrant que la déviation observée était celle calculée par Einstein. Einstein a fait l'une des journaux. C'est une nouvelle qui a été commentée dans le monde entier, sauf en France parce qu'il y avait grève de la presse. Mais il a fait l'une des journaux. Et pour fêter ça, il s'est acheté un nouveau violon. Juste pour finir, voilà. L'expérience d'Einstein, qui est une expérience de pensée, maintenant, on peut la réaliser en faisant ce qu'on appelle des vols paraboliques ou des vols 0G. J'en ai fait un, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pu faire un salto. Ouais, et vous voyez, la phase parabolique, c'est ça. Un avion monte, c'est un Airbus, avec une accélération très forte, on pèse presque 2 fois son poids, tellement la poussée est importante. Et puis là, le moteur de l'avion est coupé, et l'avion est en chute libre. C'est-à-dire, l'avion, à 10 000 mètres d'altitude, ne subit que son poids. Il est en chute libre. Et vous qui êtes dedans, vous ne subissez que votre poids. Donc vous êtes en impesanteur. Vous êtes dans un champ de gravitation, mais vous ne le sentez pas. D'où ma conclusion, qui pousse à réfléchir. Vous prenez de l'altitude dans cette phase. Vous prenez de l'altitude alors que vous êtes en chute libre. On peut chuter et s'élever. Je vous remercie pour votre attention. Oui, gardez votre micro, Étienne. On en aura besoin pour que vous puissiez répondre aux questions. Bravo et merci. C'est toujours un régal et un plaisir de vous écouter raconter la science et là, en l'occurrence, l'histoire des idées. Je suis sûr que ça suscite quelques interrogations dans la salle. Alors, le temps est venu de prendre vos questions. Levez la main et un micro vous sera apporté. Je vois une main qui se lève et un micro qui se tend. On vous écoute, bonjour. Mes félicitations, monsieur, parce que je suis passionné par ce que vous avez dit. Mais j'ai une question, donc, si je comprends bien, actuellement, je suis en chute libre. Or, autrefois, quand j'étais jeune, j'avais appris qu'il y avait la force de réaction. Mon poids et la force de réaction, je ne bougeais pas. Mais d'après Einstein et vous, ce que vous m'avez dit, je suis en chute libre. Non, là vous êtes debout, sur le sol. Oui. Rassurons tout le monde. Oui, voilà, d'accord. Mais il y a quelque chose qui me fait rester immobile. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Là, vous sentez votre poids, oui. Parce que vous ne sentez pas que votre poids. Il y a quelque chose... Vous ressentez la réaction du plancher qui s'oppose à votre poids, ce qui vous permet, la résultante des forces étant nulle, d'être immobile sur le sol. Oui, mais avec Einstein, la gravitation n'est plus une force. Ah oui, c'est une lecture newtonienne. D'accord. Ouais.
Ah oui, la lecture que je viens de proposer en parlant de force, ben ça vient de mon éducation au lycée. Hein. Je parle en termes de force. Mais en fait, quand vous tombez en chute libre, selon la relativité générale, en fait, vous subissez pas de force, comme je l'ai dit, vous suivez un toboggan dans l'espace-temps. Vous suivez un toboggan dans l'espace-temps. Donc, dans l'absolu, je ne suis pas au repos. Non. D'ailleurs, ce que dit la relativité restreinte, celle-là, c'est que, en fait, vous savez, la bonne structure pour comprendre la relativité, c'est pas l'espace et le temps d'un côté, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Il y a un professeur d'Einstein qui s'appelait Minkowski, qu'il a eu comme étudiant à l'école polytechnique de Zurich, qui écrivait à l'époque des rapports accablants sur Einstein en disant il est paresseux et il se fiche des mathématiques comme d'une guigne. Enfin, ça ne l'intéresse pas. Et puis 2 ans plus tard, il va complètement changer d'avis en disant Einstein, il a raison, l'espace et le temps doivent être associés dans ce qu'il appelait une union sacrée, et c'est lui qui va formaliser le concept d'espace-temps. Et en fait, ce qu'il démontre, et c'est ce qu'on apprend quand on étudie les équations de la relativité restreinte, c'est que dans l'espace-temps, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. Moi, je disais ça aux gens qui faisaient la queue pendant le Covid, là. Ils faisaient la queue devant la boulangerie, ils s'impatientaient. Je dis non, on est à fond. On est à fond, on va tous à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Par contre, quand vous déplacez dans l'espace, pas dans l'espace-temps, quand vous déplacez, en fait, vous inclinez votre trajectoire dans l'espace-temps et vous ralentissez la vitesse avec laquelle vous allez vers le futur. Donc, bouger dans l'espace, c'est ralentir son vieillissement. Mais évidemment, ce n'est pas avec des footings à 15 à l'heure que le gain est visible. Il y a des vitesses qui sont proches de celles de la lumière. Mais, en fait, quand vous êtes immobile comme là, sur vos chaises, imaginez que vous êtes en train de foncer comme des photons dans l'espace-temps. Vous verrez, ça grise. Allez, on va prendre une autre question dans la salle. Je vois une main qui se lève ici, il y en a peut-être ailleurs. Qui a la parole ? Bonjour. Bonjour. Donc en fait, j'ai une question à propos du principe d'équivalence. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Étienne ne vous voit pas et ça lui manque. Voilà. Excusez-moi. Donc, du coup, si j'ai bien compris, selon la théorie de Newton, il n'y a que les corps massifs qui sont affectés par la gravitation. Et en fait, donc Einstein dit que non, il y a aussi les photons qui sont affectés par la gravitation. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il n'a pas abandonné son idée de principe d'équivalence à ce moment-là, en se disant que c'était quelque chose de bizarre que les photons soient affectés par la gravitation ? Einstein, il n'est pas gêné par les idées bizarres. Hein. Il l'a déjà montré. Et il sait que la physique, ce n'est pas la bureaucratie des apparences. Et il sait aussi que notre bon sens, notre intuition ne sont pas du tout des bons guides. Lui, il a le souci, comme je l'ai dit, il a peu d'idées. Il a rencontré Paul Valéry à plusieurs reprises, ils sont devenus amis. Et avant de quitter l'Europe pour les États-Unis, en 1933, Einstein et Paul Valéry ont dîné ensemble à Genève. Paul Valéry était intimidé, mais il pensait qu'Einstein, c'est quelqu'un qui avait des idées à une cadence d'essuie-glace, quoi. Il pensait qu'un savant, c'est quelqu'un qui a tout le temps des idées. Et donc il demande à Einstein, mais maître, quand vous avez une idée, comment vous faites ? Vous la notez sur un calepin, vous avez une secrétaire, vous l'écrivez sur la nappe ? Et Einstein lui a répondu, oh, mais vous savez maître, une idée, c'est si rare. Donc lui, il a une idée, le principe d'équivalence, et je peux vous dire qu'il ne va pas le lâcher. Et s'il faut en passer par une courbure de l'espace-temps, que d'autres en effet vont trouver absurde, lui, il n'est pas dérangé. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et Françoise Combe, tout à l'heure, a parlé du problème du périhélie de Mercure. Les gens regardaient la trajectoire de la planète Mercure. Avant, ils avaient regardé la trajectoire de la planète Uranus, dans les années 1830. Et ils avaient vu que la trajectoire d'Uranus, elle est à peu près égale, quand on l'observe, à celle qui a été calculée par les équations de Newton, mais il y avait quand même un petit écart. Des gens comme Arago, Leverrier ont fait des calculs en disant mais il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue
qui agit gravitationnellement sur Uranus et explique le petit écart. Ils font des calculs, ils décrivent la trajectoire, envoient leurs calculs à un astronome qui s'appelle Gall en Allemagne, qui le soir même pointe son télescope à l'endroit indiqué, voit un point lumineux, passe la nuit à regarder ce point pour vérifier qu'il bouge. C'est donc une planète et non pas une étoile fixe. Et le lendemain, il annonce Urbi et Orbi, la découverte d'une nouvelle planète qui sera baptisée un peu plus tard Neptune. Mais un peu plus tard, il regarde Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Et là, il voit un tout petit écart, minuscule, entre les prédictions et l'observation. L'écart, pour le périhélie, c'est-à-dire le point qui est le plus proche dans la trajectoire du Soleil, c'est 43 secondes d'arc par siècle. 43 secondes d'arc, c'est l'épaisseur d'un cheveu qu'on voit depuis une distance d'1 mètre. C'est un tout petit angle. Et donc, il y a des gens qui disent on s'en fiche, 43 secondes d'arc par siècle, c'est comme 0. D'autres leur disent mais non, 43 secondes d'arc par siècle, c'est exactement égal à 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas 0. Et donc là, il déclenche la même artillerie. Il doit exister une planète qui explique ce petit écart. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils la baptisent, avant de la découvrir, ils la baptisent Vulcain. Ils calculent la trajectoire, c'est toujours les mêmes, Arago-Leverrier. On pointe les télescopes à l'endroit indiqué, rien. Enfin, s'il y a un ingénieur qui dit j'ai vu un truc, et aussitôt qu'il l'a dit, on lui a donné la Légion d'honneur. Mais en fait, c'était un faux signal. On n'a rien vu. Donc les gens ont inventé des milliers d'explications pour comprendre comment cette planète, qu'on appelait la planète troublante, parce qu'elle troublait la trajectoire de Mercure, pourquoi on ne la voyait pas alors qu'elle existe. Puis arrive un gars qui dit « Ce problème du périhélie de Mercure est la preuve que la théorie de Newton est fausse. Il n'y a pas de planète. » Ce jeune homme, il s'appelle Albert Einstein. En janvier 1916, avec sa nouvelle théorie, il fait le calcul de la trajectoire de Mercure et il trouve, pour le périhélie, 43 secondes d'arc par siècle. Il a failli en mourir. C'est un tel choc. Parce que dans sa théorie, il n'y a que 2 constantes fondamentales. Il n'y a pas de degré de liberté, il n'y a pas de paramètres qu'on puisse ajuster. Il y a la constante de Newton et il y a la vitesse de la lumière. Il n'y a aucun jeu possible. Donc vous avez une nouvelle théorie qui n'est prouvée en rien par aucune observation. Et tout d'un coup, elle suffit à résoudre le seul problème d'astronomie qui se posait à l'époque. Donc ça provoque une émotion qui l'a amené à... D'autant qu'il était complètement épuisé, comme l'a dit Cédric Villani hier, il était complètement épuisé. Il a failli en mourir. Une crise cardiaque, à cause de l'émotion. Donc la leçon, c'est qu'il ne faut pas faire trop de découvertes importantes dans une vie. Allez, encore le temps de 1 ou 2 questions dans la salle. S'il y en a, on vous écoute. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour, merci, c'était super intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'expérience de la pensée. Alors, c'est peut-être plutôt pour votre casquette de philosophe. J'ai trouvé très intéressant la partie d'expérience de corps que Einstein a fait. Je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a fait penser à certains philosophes aussi qui peuvent incarner corporellement certains concepts philosophiques qu'on a pu reprocher à d'autres philosophes de ne pas les incarner corporellement. Et quel lien vous pouvez faire, et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ces 2 casquettes entre la philosophie et la démarche un peu plus tôt scientifique? Moi, je ne suis pas philosophe. Par contre, j'essaie de regarder en quoi les découvertes des physiciens viennent changer les réponses possibles à des questions philosophiques. Par exemple, quand j'étais au lycée, je voyais bien en terminale que notre professeur de physique nous parlait du temps et notre professeur de philosophie nous parlait du temps. Donc la question que je me posais, c'était tout simple, naïf. Quand le prof de philo parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose que le prof de physique? J'ai l'impression que non. Alors si ce n'est pas la même chose, pourquoi c'est le même nom? Et si on considère qu'ils parlent de la même chose, est-ce que l'un et l'autre disent la même chose de cette même chose? La réponse est non. Alors à qui je dois accorder du crédit?
À mon prof de physique ou à ma prof de philo? Voilà les questions. Et pour répondre à votre question sur les... Donc ça, c'est ça mon travail. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que le vide? Et les philosophes ont inventé des expériences de pensée. La caverne de Platon, c'est une expérience de pensée. L'anneau de Gigès, c'est une expérience de pensée. L'hôtel de Hilbert, c'est une expérience de pensée. Le malin génie de Descartes, c'est une expérience de pensée, etc. Et les physiciens ont des expériences de pensée qui permettent de traiter des problèmes d'interprétation. Il y en a parmi vous qui ont entendu peut-être parler du chat de Schrödinger, ou bien de la mine Wigner. C'est des expériences de pensée qui permettent de voir les implications d'une théorie physique et peut-être d'éclairer sur la bonne interprétation. Mais ça, c'est fascinant. Mais je trouve personnellement que ce qui est encore plus fascinant, c'est les expériences de pensée, comme celles que j'ai racontées, qui ont permis la construction de nouvelles théories physiques. Il ne s'agit plus d'interpréter, il s'agit de construire. Et aujourd'hui, il y a tout un débat, puisqu'on parle d'intelligence artificielle et de big data. Il y a des écoles, des grandes écoles d'ingénieurs où on dit mais c'est plus la peine d'enseigner les théories physiques. Avec les données analysées par des algorithmes, le réel va davantage parler que les équations. Ce qui engendre une querelle entre les anciens et les modernes. Moi, je fais partie des anciens qui disent, jusqu'à preuve du contraire, les théories en disent plus que les données. C'est grâce aux théories qu'on a prédit les trous noirs, qu'on a fini par voir. Et si on les a vus, c'est parce qu'ils étaient prédits. C'est grâce aux théories qu'on a prédit l'existence du boson de Higgs et qu'on l'a détecté. C'est grâce aux théories qu'on a prédit l'existence des ondes gravitationnelles et qu'on a pu les détecter. Maintenant, faisons à notre tour une expérience de pensée. Imaginons qu'on ait toutes les données recueillies par les télescopes, les satellites, les accélérateurs de particules. Toutes les données de la physique, vous les avez. Mais vous n'avez pas les équations d'Einstein. Et vous n'avez pas non plus les équations de la mécanique quantique. Vous donnez tout ça à manger à un algorithme. Est-ce que vous pensez vraiment que l'algorithme va nous cracher les équations d'Einstein? Non. Donc les équations en disent plus que les données. Et même si vous donniez à un algorithme, imaginez, vous prenez des objets de masse différentes, de tailles différentes, de formes différentes, vous les jetez dans l'atmosphère d'une certaine hauteur, de toutes les hauteurs que vous voulez, dans toutes les conditions météorologiques, avec du vent, des bourrasques, de la pluie. Bon. Et vous donnez tout ça à manger à un algorithme. Il va vous prédire, si vous lâchez un objet de taille connue, dans des situations connues, il va vous prédire la trajectoire de l'objet dans l'atmosphère bien mieux qu'une loi physique. Mais est-ce que cet algorithme, à qui on n'a donné que des données obtenues dans l'atmosphère, serait capable de dire si on lâchait ces corps dans le vide, ils tomberaient à la même vitesse? Non. Donc pour l'instant, Galilée dépasse l'intelligence artificielle. C'est une jolie conclusion. Étienne, une ultime question à laquelle il faudra répondre en 30 secondes, parce qu'on arrive à la fin de ces questions. Le temps est relatif. Hein. Le temps est relatif, mais Roland Lehoucq attend aux coulisses et lui, il est bien présent. Est-ce que... C'est une expérience de pensée, là aussi, que je vous demande. Et si Einstein n'avait pas existé, est-ce que les idées sont mûres dans l'histoire des sciences? Est-ce qu'un jour, de toute façon, quoi qu'il arrive, un esprit suffisamment curieux, éclairé, va trouver? Ou est-ce qu'il y a des génies irremplaçables dans l'histoire des sciences? Je vais commencer la réponse, et puis la suite viendra dans la bouche de Roland Lehoucq, qui va arriver. Mais je crois que les historiens sont à peu près d'accord là-dessus. S'il n'y avait pas eu Einstein, il y aurait eu la relativité restreinte. Parce qu'elle était impliquée par les équations de Maxwell, elle était plus ou moins dans l'air. Les équations étaient là d'ailleurs, Poincaré les connaissait, les transformations de Lorentz. Donc un jour, quelqu'un aurait trouvé la relativité restreinte. Mais la générale, peut-être pas. Merci. Et de toute façon, il n'a pas fait que ça. Hein. Commencez pas à relativiser le mythe d'Einstein, je ne vais pas être d'accord. Merci Étienne Klein.